Bonjour monsieur. Oui. Je voulais savoir déjà, au lendemain justement des résultats, qu'est-ce que l'échec de Benoît Hamon dit justement de la situation de la gauche? Alors, ça dit manifestement qu'on n'a pas su trouver les mots, pas su trouver le ton, pas su trouver le positionnement politique pour convaincre que son projet était fort et prometteur pour nos concitoyens. Ça dit que ça a été une campagne très atypique, dans laquelle il a été très difficile de parler de fond parce qu'elle a été polluée entre guillemets par les affaires autour de François Fillon, autour de Marine Le Pen, qu'elle a été marquée sans doute par un tournant dans la façon de faire campagne. Moi j'ai eu l'impression que la campagne de Benoît Hamon avait réussi entre guillemets les figures imposées habituelles de la politique, faire des meetings et faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent écouter le candidat, distribuer des tracts sur les marchés, faire des cages d'escalier et des lotissements pour faire du porte-à-porte pour convaincre les électeurs, distribuer dans les métros sur voilà. Et ça, on l'a plutôt fait, et malheureusement ces outils de conviction, ces outils de campagne là ont peut-être été considérés par les Français comme datés, et ils ont été plus attentifs sans doute à d'autres choses. C'est une campagne qui s'est beaucoup faite sur les réseaux sociaux. On est aujourd'hui un petit peu la gueule de bois alors qu'on n'a pas bu une goutte. C'est assez dur de se relever d'une telle claque. Il faut voir la façon dont les choses peuvent se reconstruire à l'avenir. Vous ne pensez pas qu'il y a eu une scission entre la base militante justement qui a élu Hamon aux primaires et les cadres et les dirigeants du parti qui très vite se sont tournés vers Emmanuel Macron? Alors, les cadres et dirigeants du parti, certains cadres et certains dirigeants du parti ont fait un pari précoce en faveur d'Emmanuel Macron. C'est le cas d'ailleurs dans le département du Rhône, où nos macronistes à nous ont été plutôt loyaux quelque part, parce qu'ils nous ont dit nous on ne croit pas dans votre candidat, on en a un autre, voici les clés, et ils ne nous ont pas savonné la planche pendant la durée de la campagne. Ça n'a pas été le cas partout. Il y a des endroits où ceux qui ont voté Macron dans l'isoloir ne se sont pas mis en retrait du Parti Socialiste et ont jusqu'au bout tenu le manche sans vouloir le lâcher, et ont soit savonné la campagne, soit nous à la limite dans le Rhône, comme ils sont partis très tôt, sans d'ailleurs savoir si vraiment c'est pas définitif. Comment ça voulait dire qu'ils ont déchiré leur carte du PS Non, mais il y a plus de 3 mois, ils ont dit nous c'est Macron, et ils n'ont plus participé à aucune réunion du Parti Socialiste, ils n'ont plus revendiqué les responsabilités qui étaient les leurs. Monsieur Yves Blein par exemple, il a arrêté de participer. Alors je ne parle pas de Monsieur Yves Blein, je parle de David Kimmelfeld et des proches de Gérard Collomb. Yves Blein, lui, il fait partie de ceux qui ont été plus déloyaux, c'est-à-dire qu'ils sont restés socialistes jusqu'au bout, et puis au bout, ils ont, pas seulement au bout, pendant la campagne, ils ont plutôt savonné la planche, et au bout, en plus, ils ont annoncé leur ralliement. Et donc, il y a quand même ces deux catégories-là, des gens qui très tôt ont fait le choix d'En Marche, et qui d'ailleurs, je pense, ne reviendront pas au Parti Socialiste, et d'autres qui ont fini par voter En Marche. Et qui se prétendent toujours socialistes. Du coup, est-ce que c'est avec déception ou avec enthousiasme que justement le PS appelle à voter Macron? C'est avec inquiétude. Je rappelle, moi j'ai vécu 2002. Ouais. En 2002, j'étais plus jeune, mais à 20h15, le temps de venir de mon petit village au sud de Lyon jusqu'à la place Bellecour, j'étais place Bellecour, et j'étais pas tout seul, on était des dizaines de milliers à crier la colère. Dimanche soir, les fonctions de représentation en faveur de Benoît Hamon faisaient que j'étais à la préfecture pour collecter les résultats, tout ça, pour répondre à la presse. Puis en sortant, je me suis dit, je vais quand même y aller, et puis j'étais tout seul, quoi. Et donc il y a une colère qui s'était exprimée en 2002, qui ne s'exprime pas aussi fortement. En 2002, il y avait beaucoup de candidats, il y avait 16 candidats, il y en avait 14 qui, à 20h10, avaient appelé à voter pour Jacques Chirac. La seule qui n'avait pas explicitement appelé à voter pour Jacques Chirac, c'était Arlette Laguillet. Et le surlendemain, elle le faisait devant le tollé que cette absence d'appel explicite avait déclenché.
dimanche soir, s'ils sont 3 à avoir appelé à voter explicitement pour Emmanuel Macron, c'est le bout du monde. Ça veut dire que les 7-8 autres l'ont pas fait. Le lundi suivant le premier tour, tous les syndicats, toutes les organisations professionnelles, tous les médias avaient appelé à battre Jean-Marie Le Pen. Et ça vous choque Ça me choque que la présence du Front National au second tour d'une élection présidentielle ne déclenche pas la même colère, le même rejet qu'en 2002. Il y a une accoutumance à ce que Marine Le Pen soit là où elle est depuis dimanche, qui est effrayante. Moi, je le dis en plus, l'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est un affrontement assez archétypique entre la France des élites et la France du bas, entre une élite mondialisée et des gens qui souffrent, entre des possédants et des damnés de la terre. Et moi, je suis très inquiet sur le résultat du 7 mai prochain. Donc je ne pense pas qu'on puisse se permettre un quelconque atermoiement dans la situation présente, quoi. Donc voilà, moi je suis très très inquiet. Là, le Brexit ne devait pas l'emporter et Trump ne pouvait pas l'emporter contre Hillary Clinton. Et comment est-ce que vous expliquez que Marine Le Pen fasse parfois même plus du double du score de Benoît Hamon ? Est-ce que ça explique pas justement quelque chose ? Pour moi, c'est une grande inconnue. Je commence, et je vous en ai donné quelques-unes sur la mauvaise qualité de la campagne, sur le fait qu'on a eu du mal à se situer. L'accueil dont Benoît bénéficiait partout, on avait une grande bienveillance, les gens trouvaient qu'il était honnête, qu'il était sympa, qu'il avait un bon programme, et puis à la fin, personne ne vote pour nous, quoi. Donc c'est quand même assez surprenant. Et puis dans les banlieues, c'était pareil, on bénéficiait d'un accueil qui était chaleureux. Voilà, au-delà de la bienveillance, chaleureux. Et malgré ça, les gens votent pour Marine Le Pen. Donc voilà, il y a dans cette démarcation spatiale entre les centres-villes et les banlieues, entre les grandes villes et les petits villages, des gens depuis dimanche l'expliquent, et certains sociologues depuis longtemps se penchent sur le sujet. Bon, voilà, il y a certains géographes aussi. Il y a un travail à faire pour convaincre tous ces gens que leur intérêt, c'est sans doute pas le vote pour Marine Le Pen. Oui, est-ce que le PS, quelque part, ne s'est pas justement retiré de ces quartiers-là, de ces territoires-là, et a manqué de politiser? C'est encore les autres ont fait un peu meilleur score. Ouais. Pour autant... c'était entre, j'ai vu les sondages, c'était entre 6, 7... Moi, sur mon coin, Benoît fait moins de 5%, il fait 4% sur la 11e circonscription. Donc c'est plein de petits villages, un chapelet de petits villages et de villes, Givors-et-Grigny, mais on fait moins de 4%. Donc le fait de faire 7-8% en banlieue, c'est relativement un peu mieux. Le crash, il est encore plus visible dans ces zones-là. Oui, mais justement, les banlieues ont toujours généralement voté PS. Donc, est-ce que le fait que... Alors, je reviens encore à cette question, mais vous parliez surtout de l'abandon dans le Rhône, de cadres, de dirigeants, etc. Mais Manuel Valls, très tôt, s'est quand même prononcé en faveur d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça n'a pas empêché, quelque part, les gens de voter pour le Parti Socialiste en voyant que même leur candidat... avait été très rapidement lâché. C'est une évidence que les trahisons perlaient des uns, puis des autres, puis des troisièmes. À chaque jour, il y avait son lot. Ça n'a pas aidé la campagne. Voilà, oui. Quel avenir alors pour le Parti Socialiste maintenant ? L'avenir pour le Parti Socialiste, on ne sait pas grand-chose. Dimanche soir, Benoît Hamon a dit qu'il faudra une recomposition à gauche, que les structures partisanes n'étaient d'ailleurs peut-être pas les plus opérantes pour cette reconstruction à gauche. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire. Le Parti Socialiste reste une idée qui est forte en termes de partage des richesses, en termes d'éducation, en termes d'approche culturelle de la vie en société, en termes d'émancipation par le travail. Donc ces idées-là,
elles vont perdurer dans le débat politique. Est-ce que ça sera le Parti socialiste, le Point et la Rose, tel qu'on l'a connu depuis 1905, qui incarnera ces sujets? J'en sais rien. Pour vous dire, pas mon sujet du moment, parce que voilà, moi je suis tellement inquiet sur le dimanche 7 mai que j'ai du mal à me projeter au-delà. Mais est-ce que dans cette campagne, quelque part, il n'y a pas eu justement deux tendances du Parti socialiste qui se sont dessinées? Celle, par exemple, qu'incarnerait Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron qui a travaillé pour Rothschild, et celle donc plus libérale, et celle plutôt sociale, portée par Benoît Hamon avec Piketty. Et cette fracture entre les sociaux libéraux et les sociaux-démocrates plus classiques, ça fait longtemps qu'elle est à l'œuvre dans le Parti socialiste. Là, elle s'exprime avec fracas. Sauf que tant que c'était les sociaux-libéraux qui gagnaient, les sociaux-démocrates plus sincères, plus classiques, plus ouvriéristes, plus de gauche, si vous voulez, avaient la loyauté de faire la campagne des autres. Ça fait longtemps que je pense que le focus mis par les socialistes du Rhône sur la ville-centre Lyon a fait qu'on a délaissé. Résultat, on a perdu Saint-Priest, on a perdu Rieux-la-Pape, on a perdu Dessines, on a perdu Lisieux encore avant, on a perdu tout un chapelet de ces villes qui étaient considérées comme la banlieue rose et le cœur battant du socialisme dans le Rhône. Donc oui, évidemment qu'il faut repartir à la conquête de ces territoires dont je pense que leur choix de cœur devrait être le Parti socialiste, ou en tout cas celui qui prendra la suite de la défense de ces idées-là. D'accord. Eh bien, est-ce que vous avez un mot pour la fin concernant l'élection de dimanche prochain? Je dirais que voilà, moi je suis très inquiet et qu'aucune voix doit manquer pour battre Marine Le Pen, parce que on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Quand l'extrême droite prend le pouvoir par les urnes, on n'est pas sûr qu'elle le rendra, donc ne jouons pas avec le feu. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie.